Bienvenue dans Légal et fiscal sans détour, le podcast où on simplifie les grandes décisions d'affaires avec cœur et rigueur. Je suis Joanne Nollet, fiscaliste, fondatrice de Fiscalité Signéenne. On apporte de l'éclairage sur le parcours entrepreneurial, que ce soit un projet ou une entreprise. On discute des différentes étapes qu'on peut vivre comme entrepreneur. Je suis Elisabeth Fontaine, fondatrice de la Grande Sœur Légale. Merci d'être avec nous. Clair. Dans leur programme, dans leur programme, dans leur programme. Ton oncle Gérard est ben fin, mais il a pas de balado. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle du partenariat dans la roue, les 12 étapes de l'entrepreneuriat, du projet qu'on peut avoir. Aujourd'hui, on s'est dit qu'il faut vraiment parler du partenariat parce que c'est le moment où on passe du je au nous, ou dans notre projet ou dans l'entreprise, on se rend compte qu'on doit être en relation. Puis cette relation-là, bien, elle doit être encadrée. Puis là, aujourd'hui, on s'est dit qu'il faut vraiment absolument aller à fond dans ce sujet-là, surtout qu'il y a beaucoup de juridique et il y a beaucoup de fiscal. Principalement du fiscal dans le partenariat. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Est-ce que je vais avec les mots-clés? Oui, allons-y tout de suite avec les mots-clés, puis après ça, je vais pouvoir embarquer avec nos fausses croyances. Oui, puis après ça, on va mettre la table justement à si on a vécu certains partenariats ou qu'est-ce que ça nous soulève, puis on rentre dans le sujet parce qu'on a beaucoup de choses quand même aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler des types de partenariats parce qu'on va parler de la Inc., on va parler de travail autonome, on va faire vraiment le chemin de notre ébéniste qu'on parle dans nos épisodes, de le suivre dans, bien, il est parti salarié à travers autonome, après ça, il évolue à travers son chemin d'entrepreneuriat, puis on va aller regarder c'est quoi ces types d'entreprises-là, les types de partenariats, on a des fournisseurs, on a plein de monde. On va parler aussi de l'équité, parce que quand on est en relation, il ne faut jamais oublier l'humain aussi à travers tout ça. Puis bien, ça se traduit aussi dans nos contrats, dans le fiscal. Fait que c'est quoi les parts, le partage, c'est quoi les valeurs d'entreprise, qu'est-ce qu'on avait déjà avant établi, qu'est-ce qu'on crée ensemble. C'est vraiment, il y a beaucoup de choses. La cohabitation entrepreneuriale, donc ça aussi, on va en parler. On parle d'actifs physiques, on parle de ce qui est intangible aussi dans le partenariat. Toute l'expérience derrière tout ça, de bâtir un lieu commun, autant intangible, comme tu dis, que physique. Que physique, oui. Effectivement. Et nos fausses croyances. Effectivement, bien souvent, on va nommer les fausses croyances avant de tomber dans le vif du sujet, hein, Élie. Fait que les fausses croyances à déconstruire, bien, on s'entend bien, inutile de tout écrire. On l'entend souvent, hein? Pas besoin d'écrire, tout va bien aller, tout va toujours bien aller. Mais c'est quand il arrive quelque chose, évidemment, comme un contrat de mariage, quoi que ce soit, hein, quand il arrive quelque chose de moins le fun, bien là, c'est là qu'on s'entend plus tout d'un coup. Donc, puis un contrat, bien, ça brise la confiance. Tu sais, des fois, on a peur. Hein? On a peur de vouloir mettre sur contrat l'autre, qu'est-ce qu'il va penser. C'est parce qu'il n'a pas confiance en moi, il veut écrire. Donc, on a souvent ça, on va en discuter aussi. Mon contenu ne vaut rien, je peux bien le donner. Ah oui, c'est vrai. Ça va être bon de l'aborder aussi. De se sous-estimer de ce qu'on peut des fois développer et faire avec l'entreprise. Des fois, on démarre quelque chose qu'on semble petit, mais c'est ça. C'est quand ça commence à grossir, qu'on oublie dans le feu de l'action aussi de peut-être, après ça, aller avec des étapes légales et fiscales importantes. Oui, importantes. Et il y aurait tellement d'autres fausses croyances qu'on pourrait, mais on va aborder tellement de choses qu'on va les déconstruire une après l'autre. Exactement. À travers ça. Donc, on commence avec les types de partenariats. Oui. Il y a quand même beaucoup de stock là-dedans. Je l'ai dit tantôt, là, d'emblée, on va parler de mon travail autonome. Après ça, on a la SENC, hein, Société en non collectif, qu'on va effleurer. On a la Inc., que tout le monde veut entendre parler aussi. Oui. Mais on ne va pas oublier, j'allais dire la petite dernière, mais l'OBNL, hein, parce que c'est important. Puis il y a beaucoup d'éléments aussi par rapport à ça, des fois, qu'on a en entrepreneuriat qui seraient intéressants. Effectivement. C'est peut-être pas la majeure partie de notre clientèle, nous, en service parfois, mais on a toujours. Puis bien, on a toujours des questions parce qu'évidemment, ça fonctionne différemment que les autres types de sociétés. Donc, on va en parler aussi pour ceux qui nous écouteraient et qui seraient de ce type dans une fondation ou quoi que ce soit. Oui, exactement. À but non lucratif. Puis ça, c'est bon de savoir aussi, quand on a une entreprise bien établie, d'adjoindre nos BNL avec un projet en soi, ça peut être intéressant aussi. Ben oui, effectivement. Des fois, on va avoir, on va vouloir avoir un côté, comme je disais, de fondation lié à notre entreprise qu'on veut démarrer. Fait que ça peut être aussi plein de belles pistes à discuter de tout ce qui est légal et fiscal à ce niveau-là. Oui, exactement. J'aimerais qu'on parle, justement, on prend notre ébéniste qui est parti salarié.
qui a commencé son entreprise, il a senti l'appel, on a parlé l'autre fois, puis là, bien, il a parti son entreprise, mais là, il a besoin d'être en relation avec d'autres. Fait que j'irais peut-être tout de suite avec, il s'adjoint de l'aide, Oui. qui est... Soit de son équipe, tu veux dire, Oui. ou peut-être même de devenir éventuellement associé. Mais on parlera Oui. des autres types d'entreprises, mais peut-être d'avoir quelqu'un à l'interne. Oui, à l'interne. Un salarié ou quelqu'un même un partenariat en collaboration. Oui, puis il y a des éléments à faire attention quand on est en partenariat. Oui. Pour ne pas tomber dans la mauvaise définition du partenariat. Donc là, on a, mettons, justement, j'ai un partenaire d'affaires, donc un sous-traitant, mais qui, on va le voir, pourrait avoir tous les attributs d'un salarié. Ça peut impliquer du fiscal important. Oui, on parle beaucoup au niveau de la fiscalité de l'employé déguisé. OK. Donc, l'entreprise à prestation déterminée, donc l'employé déguisé, en fait, qui serait un employé, en fait, qui devrait être employé salarié de ton entreprise, mais que toi, tu factures avec des honoraires, puis qui est le seul employeur qui l'a, en quelque sorte, même s'il ne se définit pas comme l'employé-employeur, la relation, se définit en fait comme un sous-traitant. Mais il faut faire attention parce que la fiscalité, qu'est-ce qu'il vient de dire? Le gouvernement, qu'est-ce qu'il vient de dire là-dessus? C'est que si tu as un seul mandat avec le même employeur toujours, que tu as un horaire qui ressemble considérablement à un salarié de 8 à 5 avec des mandats à faire que la personne te donne, avec peut-être des règles justement que la personne qui te donne le mandat te mettrait très dicté. Donc, tu n'es pas vraiment libre de tes propres choix, de faire les mandats quand tu veux. On parle des vacances aussi. Oui. Tu es pris pour prendre tes vacances en même temps, tu n'as pas le choix. Comme tu dis, il faut que tu rentres dans un horaire très cadré. Puis en plus, qui fournit les outils de travail? C'est parce que tu disais ça, ça me fait penser à Oui. ça. Tu arrives là, tu te fais tout donner, le matériel, les outils, la charge de travail, Tu ne payes aucun loyer, tu sais. En plus. Souvent, quand tu vas aller travailler pour quelqu'un, bien, si tu prends sa place, je pense à moi, des fois, dans le service, d'avoir quelqu'un, une adjointe qui viendrait m'aider, bien, si elle vient m'aider puis elle travaille pour moi puis qu'elle ne paye même pas de loyer pour peut-être gérer sa propre clientèle, elle aussi, bien, déjà là, on vient de tomber dans un conflit, en quelque sorte, là. Donc, qu'est-ce qu'il va venir dire là, au niveau fiscal, le gouvernement, c'est qu'on va être un employé déguisé, puis à ce moment-là, c'est très pénalisant. Parce que si, exemple, tu es toi-même un contractant qui va aller donner le mandat à l'autre personne, que tu gagnes un certain niveau de salaire qui serait imposé, exemple, à 35 selon ton revenu annuel, bien, il va venir dire non, toi, comme qu'on te définit comme employé déguisé, c'est 45 de tes revenus. 44 points quelque chose, mais bon, arrondissant à 45 de tes revenus qu'on vient t'imposer. Fait que, tu sais, là, je parlais de 35 mais quelqu'un, exemple, qui ferait des petits mandats ici et là, puis qui serait peut-être même à 32 d'imposition, tu tombes à 45 finalement, puis tu dois ce montant-là au gouvernement, ça peut faire très mal, là. Donc, c'est des règles très, très spécifiques et très en profondeur qu'on pourrait rentrer, mais évidemment qu'on n'ira pas très loin là-dedans, mais simplement faire attention que tu peux pas dire demain matin, ben moi, dans le fond, je vais facturer moi-même toujours à la même personne, j'ai pas d'autres. Tu sais, souvent, le gouvernement va venir dire, quand on regarde un peu les jurisprudences et qu'on analyse, ils vont dire, bien, c'est important d'avoir au moins 2, 3, 4 clients dans l'année, mais en plus de ça, de ne pas avoir un client qui représente, exemple, 90 de tes revenus. C'est là le point important aussi. Exact. Tu peux bien diversifier juste pour le principe de diversifier, mais il faut toujours bien quand même que ça ait une valeur aussi là, de diversification, pas juste un seul. C'est sûr que, tu sais, ça reste rendu là, ça reste vraiment, c'est la jurisprudence. Ça fait que ça reste vraiment, en fait, de déterminer selon le vérificateur que tu vas prendre et tout, puis en fait, de venir appuyer tes preuves pour dire que tu n'es pas un employé déguisé. Mais c'est ça, tu sais, si tu as un client qui représente 90 de tes revenus, tu sais, clairement, qu'ils peuvent venir dire les autres, on s'en occupe pas, sont vraiment non monétaires, puis sont juste là à titre d'apparence, justement. Ça veut dire que mon débéniste, qui prend de l'aide externe, il faut quand même qu'il se pose cette question-là. Il a dit, est-ce que je suis ton seul donneur d'ouvrage? Est-ce que tu vas avoir besoin que je te fournisse les matériaux? Est-ce que tu vas avoir besoin que je te fournisse les outils? Oui, tu vas tout me fournir. Oh, attends une minute. Tu sais, parce qu'un salarié peut aussi s'entendre pour ses vacances différentes de l'employeur, là, mais ça reste un salarié pareil. Fait que ça veut dire que notre ébéniste, dans son cheminement, de dire maintenant, je vais faire un partenariat, parce qu'il y a, comme on l'a dit, il y a plein de types de partenariats, mais dans celui-là, il y a des questions à se poser, point de vue légal, mais fiscal aussi. Totalement. Puis on ne veut pas tomber justement dans l'imposition, évidemment, qui se rapproche plus de l'imposition maximale qu'on peut avoir. Donc, il faut faire attention, effectivement. Tu sais, on va reprendre notre ébéniste en quelque sorte. Je vais rentrer vraiment plus dans les détails parce que, bon, on le sait, hein, quand on a un entrepreneur qui arrive chez nous, souvent, c'est la première question, c'est
Je devrais-tu m'incorporer tout de suite? Je devrais-tu pas? On a parlé brièvement dans l'appel, le premier épisode, mais sauf que, tu sais, on va vraiment ici élaborer plus les types d'entreprises qu'on pourrait avoir avant de parler de partenariats autres comme des Ouais. fournisseurs ou quoi que ce soit qu'on pourrait avoir ou des collaborations même de ton entreprise. Donc, si on commence avec le travailleur autonome, évidemment, le travailleur autonome, la première remarque que je dis souvent aux clients, puis des fois qui ne s'en rend pas nécessairement compte, c'est que le travailleur autonome, ton revenu après dépenses va être ajouté à tout autre type de revenu que tu pourrais avoir dans ta déclaration d'impôt personnelle. On parle de T1, TP1, souvent c'est les termes fiscaux, mais ta déclaration personnelle, en fait, ton travailleur autonome va venir rentrer dedans par un autre formulaire qui est joint dans ta déclaration d'impôt, mais ça va venir s'ajouter à tes autres revenus. Fait qu'on Donc, cumule. exactement. Fait que si tu es salarié puis que tu as justement une autre entreprise à côté, bien, c'est le total de tes deux revenus qui vont être imposés. Donc, si on met des chiffres que je gagne 30 000 en salaire, que je gagne 20 000 dans mon travailleur autonome, dans mon entreprise, bien, c'est 50 000 qui est imposé, évidemment, à trop progressif, mais c'est 50 000 total qui va être imposable. Donc, c'est important vraiment de comprendre que ça va tout dans ta même déclaration d'impôt. Parce que souvent, j'ai des clients qui me disaient, ah, ben non, mais ça, c'est mon travailleur autonome, ça part. Oui, mais au Non. bout de la ligne, c'est toi. C'est toi l'entrepreneur individuel, ça le dit. Donc, c'est vraiment dans ta même déclaration d'impôt. Au niveau légal, je te retourne peut-être un peu la question, mais tu sais, évidemment, je sais la réponse, mais Oui. je veux t'entendre parler sur est-ce que c'est important de se choisir un nom? Oui. Est-ce que, tu sais, on y va comme ça, joignolé, puis... Oui, c'est un bon point parce que quand tu es travailleur autonome, tu dois avoir ton nom affiché là, dans ton nom d'entreprise. Fait que ça, c'est quand même un point. Mais si tu veux un nom complètement différent, il faut que tu aies un statut juridique différent. Tu ne peux pas être travailleur autonome. Il faut vraiment que tu aies cherché, bien, là, j'irais plus vers l'incorporation, justement, de dire, bon, bien, je vais aller chercher un nom enregistré que je vais pouvoir décliner en plusieurs aussi versions, bon, anglais, français. Nomination sociale. Exactement, c'est ça. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, bien, ça va être important de faire la recherche, la réservation du nom, la recherche, et d'aller se choisir un nom d'entreprise aussi. Fait que oui, il y a une différence aussi, là, quand même. Ouais. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, bien souvent, moi, l'entrepreneur qui arrive chez nous, des fois, il ne verra pas nécessairement. Tu sais, c'est sûr que si on a, tu sais, là, on parlait de notre ébéniste, mais si on a la massothérapeute, tu sais, elle opère à son propre nom souvent. Donc, bon, peut-être d'aller s'inscrire au REC avec un nom différent, ça n'a pas sa force d'appui. Mais est-ce qu'il y a quand même un côté légal important pour ce genre? Tu sais, si on parle de l'esthéticienne, de la massothérapeute, tu sais, je nomme des... Bien, dans la mesure où ils opèrent sous leur nom à eux, c'est pas une obligation d'aller ça. s'enregistrer. Pas du tout, c'est ça. Fait que c'est d'aller au registre d'entreprise, mettre son nom, c'est pas une obligation. Moi, je trouve que ça donne toujours un petit peu plus de crédibilité quand même à l'entreprise, de dire, bien, je t'ai enregistré, bon, tout ça, mais on peut faire sous son nom, il n'y a pas de problème. Oui. Mais quand même, je trouve que ça a quand même un Puis poids en différent. même temps, tu sais, on s'entend, là, encore là, le nom au REC, d'être enregistré, d'être immatriculé qu'on appelle, c'est 38 dans ta déclaration d'impôt à la fin de l'année que tu payes. Là. Fait que, tu sais, en même temps, c'est pas, on parle pas des, tu sais, on parlait des coûts au début, dans l'appel, on parlait des coûts qu'on peut avoir, mais là, pour 38 des fois, ça peut valoir la peine quand même de le faire comme tu mentionnes. Oui, puis tu sais, c'est sûr que si, justement, on utilise un nom, bon, j'ai pas d'exemple qui me vient, là, mais tu sais, un nom particulier, puis on veut déjà au moins avoir un historique d'utilisation d'un nom, bien là, c'est facile à démontrer, c'est une question de preuve, c'est une question de fait. Depuis quand, toi, tu l'utilisais? Bien, moi, je l'ai enregistré, là. Tu sais, au registraire, donc je démontre que je l'utilisais déjà. Fait que je trouve que ça, c'est quand même une bonne chose à considérer quand même. Parfait. Ouais. Puis, ben c'est ça, ben je continue mon travailleur autonome, en fait, en quelque sorte, au niveau fiscal. Ben c'est sûr qu'on se pose toujours la question, c'est quand le moment qu'on devrait s'incorporer. Oui. Donc, tu sais, on l'a nommé encore une fois un peu au départ. Bien, moi, généralement, à l'entrepreneur, je vais dire, en bas de 90 000, il y a beaucoup de stratégies fiscales avec le REER et tout ça qu'on peut faire pour venir pallier à bien des... au taux d'imposition, puis au crédit d'impôt et tout ça. Mais c'est sûr qu'il y a le côté aussi de s'incorporer. C'est une entité à part au niveau légal. L'entrepreneur, le travailleur autonome, t'es toi-même si tu as une poursuite. C'est direct. Là. Il n'y a pas de séparation des patrimoines qu'on appelle, c'est ça. Donc, si jamais tu as une poursuite, bien, c'est tous tes biens personnels aussi qui passent si jamais tu es reconnu coupable. Là. Fait que c'est sûr que oui, de séparer les patrimoines, de dire la Inc. est une personne en soi, c'est une personne morale, c'est une autre entité. Elle signe ses contrats. Puis moi, ce que j'aime dire, c'est que plus tard, bien, elle est plus facilement transférable. Oui.
Oui, C'est sûr, vu que c'est une entité, compte bancaire, part, vraiment oui. à part, on l'a créé. C'est sûr que dans... Possibilité de revente, d'intergénération et tout ça, C'est oui. ça, c'est plus facile aussi, là, quand même. Ouais. Effectivement. Puis, tu sais, ben c'est ça, l'incorporation, c'est sûr que ça l'emmène quand même son lot de complexité un peu plus élevé que le travailleur autonome. Oui, ben On oui. va se le dire, tu sais, il y a des états financiers à faire automatiquement à la fin de l'année. C'est une déclaration d'impôt différente de la T1, donc de la déclaration personnelle, c'est la T2, la déclaration de société. Donc, c'est sûr que ça l'emmène encore là aussi des coûts. Tu sais, des fois, je vais le nommer, tu sais, à l'entrepreneur, c'est sûr que moi, souvent, l'exemple que je donne souvent à l'entrepreneur, c'est à la fin de l'année, le revenu que tu gagnes, si tu le ressors complètement dans Oui. tes poches à la fin de l'année, Bon. à quoi ça t'a servi d'avoir l'entreprise Oui. incorporée? Parce qu'au bout de la ligne, qu'est-ce qu'on veut avec l'entreprise incorporée? C'est de repousser l'imposition. Ouais. À part la protection d'actifs qu'on parlait, Oui, justement, oui. de protéger des immeubles, de protéger ce que l'on fait, là, les opérations, bien, c'est évidemment de repousser l'imposition. Ouais. Donc, moi, je dis souvent, si à la fin de l'année, tu sais que tu vas utiliser la totalité du profit que tu vas générer, bien, au bout du compte, tu vas te le ressortir en salaire ou en dividende. Quand on est en Ouais. entreprise incorporée, c'est par salaire ou dividende qu'on va venir sortir les sous de l'entreprise. Bien, tu vas t'imposer la même chose à la fin, parce qu'on parle au niveau fiscal d'intégration fiscale. Hein? Tu en as sûrement déjà évidemment Ouais. entendu parler, hein, Élie? Fait que l'intégration fiscale, qu'est-ce que c'est? C'est que le gouvernement veut que la personne qui est travailleur autonome gagne la même chose dans ses poches au bout de la ligne que l'entrepreneur qui est incorporé puis qui se sort C'est par ça, salaire ou ben par oui. dividende. Fait qu'au bout du compte, on veut avoir la même imposition pour l'humain, la personne, au Oui. bout. Donc, c'est là qu'on va venir choisir, en quelque sorte, l'incorporation. Oui, repousser l'imposition, ou sinon, protection d'actifs. Ouais. Ben moi, je demande toujours à mon entrepreneur, c'est quoi tu fais comme type d'entreprise? Oui. C'est quoi que tu fais comme service? C'est quoi tu vends comme produit? As-tu un risque de poursuite? As-tu un risque que quelqu'un se brûle avec tes choses? Fait que c'est tout ça qu'on va aller analyser aussi en même Oui. temps. Puis comme on disait dans l'appel, c'est de faire le tour d'horizon de toute sa situation en même temps. Là. Si c'est quelqu'un qui a quelqu'un dans sa vie qui veut aucunement avoir aucun risque, bien là, peut-être qu'on va prioriser la Inc pour dire, bien, on va vraiment séparer les choses là, aussi. Oui, c'est ça. Dépendamment en même temps, tout ce qui est mariage, union et tout, bien, des fois, on va préférer justement dire, bien, regarde, on passe à la Inc puis on sépare, Exactement. on sépare les biens, on sépare les actifs, les revenus. Ouais. Oui. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, il y en a qui se mêlent avec la société de Oui. personnes et l'incorporée, hein, la société incorporée. C'est important. Tu sais, la société de personnes, en fait, c'est le pas entre le travailleur autonome qui veut devenir associé avec quelqu'un, Oui. mais qui ne veut pas devenir actionnaire d'une entreprise nécessairement, qui ne veut pas s'incorporer dans une société. Donc, la société de personnes, elle, en fait, ça va être le si on est 50-50, 40-60 dans le partage des profits, on va parler tantôt d'équité, Oui. de partage de parts et tout ça, mais qu'est-ce que ça fait? C'est que votre part, après dépenses, va revenir dans vos impôts personnels. Oui. Donc, on n'est pas dans une société complètement à part. C'est ça. On est vraiment dans une société, une bulle, en fait, qu'on forme deux personnes qui s'allient ensemble pour un même projet, Ouais. puis qu'on va partager le profit dans nos revenus personnels à la C'est fin ça. de l'année. Fait que, tu sais, moi, je dis toujours, on fait un contrat, on fait une entente, parce qu'il faut Oui. que ce soit établi par contrat, puis on Oui. va venir dire qui apporte quoi, on va partager justement le risque, comment on va partager les dépenses, comment on va partager les revenus au final, le net, comment. Mais comme tu dis, tout ça retourne après ça à la personne directement. Fait que oui, c'est vrai que souvent, on se fait poser la question, tu sais, j'ai entendu parler d'eux, Oui. ça sert à quoi? Bien, c'est un entre-deux, effectivement. C'est comme, des fois, on dirait, c'est comme un début de partenariat qui mène souvent, des fois, vers l'incorporation. Oui. Mais c'est pas nécessairement un passage obligé. Non. On peut quand même, des fois, tout de suite aller... Bien, souvent, je te dirais même que souvent, par expérience, au niveau, surtout dans les cabinets comptables, de plus en plus, tu sais, j'ai été quand même plusieurs années dans les cabinets comptables, puis de moins en moins, on s'en allait vers la société de personnes, parce que de toute façon, au bout de la ligne, tu dois faire des états financiers pour la société Oui. de personnes pour pouvoir, après ça, les mettre dans tes rapports personnels à ton pourcentage de part à toi. Donc, c'est du travail pareil pour sensiblement avoir, au bout du compte, le même niveau, Oui. je dirais, légal, si je peux le nommer Oui, comme oui. ça, le niveau légal au niveau de la séparation des revenus, des profits, tout ça. Puis la société de personnes, comme tu dis, bien, si tu passes de travailleur autonome, tu t'en vas vers la société de personnes pour un jour peut-être t'en aller vers incorporation, il y a beaucoup de règles fiscales Oui. entre le roulement Oui, c'est de ça, ce que j'allais tu dire. as des actifs vers l'incorporation.
Fait qu'encore là, tu sais, on parle de transactions commerciales de ton entreprise pour devenir une incorporée. Fait que souvent, on va passer du travailleur autonome, effectivement, à incorporer directement. Ben oui, c'est ça, exactement. Écoute, c'est bien des petites nuances, mais que justement, quand on fait le tour d'horizon avec le client, ben on le sait c'est quoi. Là. Oui. On a une idée de vers où s'en aller à ce moment-là. Exact. Je pense que j'irai à l'OBNL. Oui, mais ça serait le dernier qu'on voulait voir au Parce moins. Que ça, là. moi, je le vois quand même de plus en plus. Oui. Je te donne l'exemple. On a fait une incorporation pour un type d'entreprise qui, malheureusement, n'a pas accès à tout ce qui est subvention ou événements, soutien pour développer des événements. Donc là, on a comme on a une petite problématique, mais qui, l'OBNL, vient justement pallier à tout ça. Parce que l'OBNL, c'est à but non lucratif. Hein? Fait que normalement, on n'a pas l'objectif de faire des profits avec ça. Là. On redistribue, on réinvestit, on réutilise. C'est vraiment au profit d'une cause quelconque. Là, je dis une cause, ça peut être de tenir des événements ou ça peut être de soutenir... culturel, exactement. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on pourrait faire l'OBNL. Mais souvent, on va le joindre des fois à un Inc. Ou des fois, on va se rendre compte que les gens pensaient venir avec un Inc. Mais finalement, non. C'est vraiment dans un but, justement, de faire un organisme là, ou une fondation, là, ça, directement. Exactement. Puis au niveau fiscal... Oui, bien en fait, au niveau fiscal, bien, c'est sûr qu'un organisme à but non lucratif, évidemment, c'est exonéré d'impôts. Donc, le but, c'est pas de faire de l'argent. Donc, le gouvernement, évidemment, c'est des déclarations d'impôts différentes de la société incorporée. C'est des règles différentes de la société incorporée, évidemment. Bien, c'est ça, c'est exonéré d'impôts. Le but n'est pas de faire du profit. Fait que c'est sûr que les personnes qui gèrent l'OBNL, évidemment, ont le droit à une certaine rémunération pour gérer l'OBNL, c'est ça, assurément. C'est pas gratuitement tout le temps, nécessairement. Exact. Là. Mais encore là, il y a des règles quand même à faire attention. Puis on ne veut pas rentrer trop dans les détails aujourd'hui, c'est pas ça le but, mais de faire attention parce que c'est pas non plus de sortir du salaire pour gérer l'OBNL plus que prévu, si je dirais, parce que souvent, il va y avoir des contrats, des ententes avec l'OBNL et tout ça. Donc, le but, c'est pas non plus de s'en sortir plus pour dire, bien, on veut pas faire de profit parce qu'on peut pas s'y redistribuer. On va sortir plus de salaire pour pallier. Fait que, tu sais, c'est vraiment l'OBNL, on est vraiment, comme tu le disais, dans un but de fondation, dans un but d'avoir un événement ou des choses qu'on veut vraiment générer, pas de profit nécessairement. C'est sûr que oui, les subventions, tu sais, cette année, surtout avec ma clientèle, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions au niveau des subventions parce qu'évidemment, ça change souvent, les subventions. Il y a beaucoup de critères à respecter. Hein? Tu sais, dépendamment de la subvention que tu vas aller chercher, tu peux des fois dire, bien, je vais avoir cette subvention-là, mais là, tu n'as pas d'employé. Ah, bien, celle-là n'est pas accessible. Oui. Ou je vais aller chercher cette subvention-là. Ah, bien là, tu ne fais pas assez de chiffre d'affaires. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de critères à respecter, mais il y a aussi justement le contrat puis l'objectif de ton entreprise ou de la subvention que tu vas aller chercher, bien, c'est environnemental, on a beaucoup de subventions au niveau environnemental aussi. Mais c'est ça. Fait que tout ça pour dire que, tu sais, le BNL, effectivement, comme tu mentionnais, va permettre d'aller chercher peut-être plus facilement un peu les subventions parce que le gouvernement veut venir aider ces genres de fondations-là. Parce que ça a un but de redonner, ou d'aider, ou de contribuer, ou ça a un caractère social. Exact. C'est différent. Exactement. C'est quand même important. Oui. Fait que c'est sûr qu'il y en a tes bénistes. Mettons que je prends lui, là, je me dis, OK, bon, disons qu'il choisit finalement d'aller dans sa Inc. parce qu'il est rendu à certains critères qu'on a dit. Puis là, il se dit, ben moi, je veux contribuer d'une façon sociale, ce que je fais qui n'est pas vendu ou qui n'est pas acheté, ou, bon, ben on le redonne à un organisme. Tu sais, ça peut être tout ça aussi, là, dans cet esprit-là. Oui, fait que ça peut être lié directement à ton entreprise, mais c'est ça, c'est vraiment un autre type de société à part qu'on vient faire. Ah oui, exactement. Fait qu'on a fait quand même un tour d'horizon de c'est quoi les types vraiment comme de partenariats au niveau vraiment de la structure qu'on peut choisir d'être en affaires. Mais au niveau des partenariats, il y en a aussi plein d'autres. Ben oui. Fait que, tu sais, dans le fond, j'aurais envie d'aller aussi dans le fait de... Parce qu'on se disait, quand on faisait nos meetings, on se disait, tu sais, quand on est entrepreneur, il ne faut pas oublier que le but, c'est de faire de l'argent quand même. Je veux dire, il faut vivre, là. Oui. Puis là, on se disait, les partenariats, ça l'amène aussi des fois d'engager dans notre entourage. Oui. Parce que souvent, l'entrepreneur, il va aller à ce qui est justement proche de lui, plus accessible. Mais la confiance aussi, tu sais, justement, d'aller chercher quelqu'un que tu connais, que tu dis, il va venir faire partie intégrante de mon projet. Il faut une certaine confiance. Effectivement, d'avoir peut-être des fois une amie qui a son expertise que tu approches. Tu écoutes Légal et fiscal sans détour avec Elisabeth Fontaine, notaire, et Joanne Nellet, fiscaliste. Cet épisode t'inspire et tu sens que tu veux aller plus loin? Nous nous offrons des programmes et du mentorat pour t'aider à avancer dans tes projets. Tu trouveras toutes les informations dans la description de l'épisode de nos accompagnements ci-joints. On est là pour t'aider à avancer, simplement, humainement, dans la créativité et surtout sans détour.
Mais tout ça, ça prend justement des ententes, des contrats. Puis là, on se le disait, tu sais, quand on s'entend bien, tout va bien. Puis quand on s'entend plus, on devient amnésique, on se rappelle plus de comment on s'aimait. C'est un peu comme quand on se sépare en couple. C'est le même principe. Puis là, on se disait, c'est donc important de considérer le fait que même si j'engage des gens que je connais, il faut que j'accepte, il faut que la personne accepte le fait que, bien moi, je veux faire de l'argent avec mon entreprise. Est-ce qu'on est à l'aise avec ça? De faire de l'argent sur la tête de ton ami. Oui, parce que c'est ça qu'on disait. C'est ça, exactement. Tu sais, quand on engage quelqu'un, justement, qu'on connaît, des fois, on se sent mal un peu. Bien là, tu sais, elle me rapporte le double, je vais faire le double. Oui, mais faut y penser, il faut le nommer aussi. Avec la personne, justement, avec qui on commence un partenariat, il faut le mentionner, de dire, bien, moi, j'ai une entreprise, c'est moi qui prends le risque, c'est moi qui prends la charge, c'est moi qui prends les 4-5 chapeaux puis que je travaille le soir. Quand on commence, souvent, c'est comme ça. Il faut être à l'aise. Fait que dans les contrats de partenariat, que ce soit salarié, que ce soit partenaire externe, il faut bien établir ces éléments-là de base importants pour nous. Oui, puis ça part de là parce que si, exemple, la personne a dit, bien, moi, tu sais, pour moi, ma propre business, je te charge tant, bien, toi, il faut que tu sois capable de calculer que tu vas peut-être aller chercher un 15, 20, 25 par-dessus sa tête. Pour toi, tout le côté administratif, comme tu disais, ou gestion, que ça t'apporte d'avoir ça de plus à l'interne. Mais tu sais, c'est arrivé souvent que j'ai vu des contrats ou des ententes qui sont même pas des fois écrites, que la personne, au bout de la ligne, bien, oui, la personne, elle apporte un service de plus à sa clientèle, mais il va chercher rien de plus dessus. Puis je me dis, puis tu sais, on est souvent, tu sais, on aime à donner, on est des humains, là, donc on va se le dire, là, tu sais, c'est de notre nature de comme, ben tu sais, de toute façon, moi, il fait ce service-là, c'est gagnant-gagnant parce qu'il donne à mon client, fait que moi, mon client a ce service-là de plus. Oui, peut-être, mais tu sais, avec le profit que tu pourrais aller chercher un petit peu plus par-dessus, en négociant justement cette personne-là, en disant, ben toi, fais le profit que tu as à faire, mais moi, il faut que j'aille en chercher de plus, d'avoir une entente ensemble, bien, ça permet de faire croître ton entreprise, d'avoir de la liquidité pour aller après ça augmenter, soit faire grandir ton projet, soit aller faire d'autres projets ou quoi que ce soit. Fait que c'est important de reconnaître sa valeur. Puis ça, c'est un sujet, je pense qu'on pourrait reparler à un moment donné, de reconnaître sa valeur et le coût relié à tout ça. Là. Mais tu sais, quand on parle d'équité, qui est justement la suite, l'équité, les parts, le partage de la valeur de l'entreprise, bien, je pense que c'est important de le nommer puis de le mentionner. Dans le fond, de savoir c'est quoi sa valeur. Puis là, j'ai envie d'aller sur, justement, le partenariat quand on rajoute quelqu'un. Parce que moi, je le vois souvent, les gens viennent me voir, puis ils me disent, bon, mais là, je veux rajouter quelqu'un dans l'entreprise. Puis là, tout de suite, je dis, un instant, ça vaut combien? Exactement. Parce que les gens oublient de considérer ça. Combien de fois j'ai vu des entrepreneurs que je leur demande, OK, tu rajoutes quelqu'un, parfait, ton entreprise vaut combien? 70 000. Il suffit soit au net à la fin de l'année, ou il suffit au chiffre d'affaires mais avant dépenses, où ils se disent, ben je sais pas trop. Ou ils se fient à qu'est-ce que ça leur a coûté, voilà, X années, en se disant, ben mais non, tu sais, là, tu as de l'achalandage, tu as de la clientèle que tu es allé chercher, tu as de l'équipement, tu as des choses, tu as des actifs qui valent quelque chose dans ton entreprise. Oui, puis moi, j'en ai eu, là, à un 70 000, qu'on se rend compte une fois passé chez le fiscaliste, 410 000. Oh, attends une minute, là. Tu dis, écoute, imagines-tu la valeur qui était oubliée? Qui était pas là. Fait que je pense que ça aussi, c'est important là, de faire calculer. Au niveau fiscal, qu'est-ce qui est important de comprendre aussi, tu sais, quand la valeur, exemple, comme tu dis 410 000, l'entreprise vaut 410 000, ça ne veut pas dire que la personne, si elle achète 10 des parts, va devoir payer cette valeur-là. Parce qu'il y a toujours moyen de dire, bien, ce que la personne, l'entrepreneur de base, là, avant qu'elle aille chercher une autre personne, le premier entrepreneur qui est parti de l'entreprise, la valeur qu'elle a accumulée, on peut les mettre sur des actions différentes. Donc, sa valeur, elle est gelée, qu'on appelle. Un gel d'actifs. C'est ça, un gel de la valeur des actions. Donc, on gèle la valeur sur des actions qui lui appartiennent, que s'il arriverait quoi que ce soit, la société est liquidée, la société doit être vendue, peu importe, on doit payer en premier cette valeur-là. Puis après ça, on repart à zéro avec des actions participantes, en fait, qui vont prendre de la valeur au pourcentage qu'on veut. Donc, si c'est 90-10, 40-60, on repart avec la valeur. Ce qui fait que la personne, bien, elle n'a pas nécessairement... elle n'a pas amené 200 000 si elle avait 50 là, on Exactement. s'entend. Mais l'autre est au moins reconnu dans tout ce qui a été construit avant. Oui, c'est ça, il perd rien. Fait que c'est la valeur là. Puis encore là, dans les contrats, on peut dire, bien, est-ce qu'à chaque, je sais pas moi, à chaque profit, il y a 10 des profits que c'est pour repayer tout de suite la valeur accumulée de l'autre. Il y a plein de choses qu'on peut, qu'on peut faire. Tout s'écrit. Oui, exactement, c'est ça. Le but, c'est de s'entendre au moins, puis de justement reconnaître ces parts-là aussi. Là. Puis le partage aussi
de dire, mais là, la personne, est-ce qu'elle a de l'expérience? Elle a réussi Ouais. avec expérience ou pas? Exact. On va le partager comment? Tu sais, à la fin de l'année, là, Ouais. ce repartage-là là, des bénéfices, on le fait en fonction de quoi? Bien, ça, c'est sûr, C'est- c'est ça. Ça va toujours dépendre, évidemment, de l'objectif de chacun, de l'expertise que... Tu sais, si je prends un exemple, je sais pas, moi, on va parler de notre ébéniste. Tu sais, j'avais une autre idée dans la tête, mais on va parler de l'ébéniste qui apporterait, je sais pas, moi, quelqu'un qui veut développer vraiment une expertise sur un produit X qu'ils veulent vendre, puis que cette personne-là, elle apporte un peu la propriété intellectuelle, si on Oui. veut, bien, c'est sûr que peut-être que le partage va être différent de avoir juste une autre personne qui vient faire ce que tu as déjà commencé, puis qui t'appuie, puis que vous allez évoluer ensemble. Fait que, tu sais, il n'y a pas de pourcentage, il n'y a aucun pourcentage qu'on peut dire aujourd'hui de dire, bien, généralement, ça va être 40-60, Oui, ça va être non, c'est 50-50. ça. Non, parce que ça dépend toujours des désirs de chacun. Tu sais, moi, je sais bien que si je m'incorporais, possiblement que pendant un certain temps, je voudrais garder 51 et plus pour garder un peu, justement, tu sais, le pouvoir, contrôle, le pouvoir sur mon entreprise. Fait que, tu sais, souvent, je le vois d'emblée, souvent, qu'on va commencer par incorporer tranquillement, puis il y a toujours moyen de racheter des actions par la suite. C'est ça. Fait que, tu sais, on peut y aller à plus petite dose au début pour dire, bien, on va s'entendre. Comme que des fois, on arrive à un certain point où que l'entrepreneur est épuisé, a le goût de continuer, mais que là, il se dit, ah, regarde, on va le faire à deux, puis qu'ils partent 50-50, Oui. puis ils sont bien à l'aise Parce avec que ça de toute aussi. façon, il fermerait peut-être. Exactement. Parce que, tu sais, c'est ça. Fait que le partenariat, c'est aussi de se ramener à le pourquoi je veux me mettre en partenariat. Puis j'ai envie de partager une tranche de vie. Oui. Comme je disais, je me suis associée plusieurs fois Oui. dans ma vie d'entrepreneur. Puis il y a une fois où on avait, les 3 personnes, on n'avait pas mis sur table exactement le pourquoi on voulait s'associer. Puis pourquoi est-ce qu'on créait une Inc. les 3 ensemble. Puis c'est par après, quand on s'est séparés, quand on s'est rendu compte que, bien, il y en a une qui arrivait parce qu'elle voulait prendre un petit peu plus relax, parce qu'elle avait rushé pendant longtemps, puis c'est correct, là, quand on monte Oui. une business. T'en as une autre qui arrivait parce qu'il y avait tellement de dossiers qui affluaient que ça y prenait absolument pour en mettre sur la table commune. Puis t'en avais une autre, admettons, qui était plus en début de carrière. Mais là, ça fonctionne pas. C'est pas compatible. Exact. Fait que le partenariat, Il peut y avoir des d'établir... chicanes, des fois aussi, qui va arriver de dire, bien, justement, la personne, comme tu as nommé la première, qui veut prendre ça un petit peu plus relax parce qu'elle a mis beaucoup, bien, si on est séparés tiers, ça se pourrait qu'il y en ait une qui dise, bien là, c'est parce que moi, je travaille en temps, là, toi, Oui. tu prends ça plus relax. Fait que, tu sais, C'est ça. effectivement, de nommer les Exactement. objectifs de chacun. C'est tellement important. Tu sais. Puis c'est pour ça qu'on entremêle toujours l'humain là-dedans parce que, je veux dire, c'est ça, là, c'est des humains. Quand on fait un partenariat, on s'unit, puis il faut se considérer. Puis de tout mettre ça par écrit, c'est hautement important, là. Fait qu'on a regardé la valeur d'entreprise, on a parlé aussi en même temps, bon, le partage des parts. On avait-tu d'autres choses par rapport à l'équité? T'avais-tu d'autres choses importantes de ton côté? Bien, je pense qu'on a Écoute. fait pas mal le tour. Oui, c'est ça. sûr que, tu sais, après ça, on pourra rentrer dans un autre sujet peut-être plus. Tu sais, là, évidemment, dans nos épisodes, on reste quand même on ne va pas dans le détail, dans la profondeur. C'est ça, on parce que, s'en tu sais, retient. ben oui, on s'en retient parce que, tu sais, Il on pourrait faut. bien vous parler de quand tu es incorporé, est-ce que tu te verses du salaire ou du dividende? Ça, c'est la grosse question. Oui. Mais à un moment donné, c'est ça, je pense que là, c'est rendu des expertises qui vont être propres à chacun Oui. de venir chercher selon sa situation. Mais je pense que pour l'équité, là, on a quand même fait le tour hein, c'est ça, de s'assurer que la valeur d'entreprise est là, la part de capital, tu sais, les équipements, la clientèle qu'on a accumulée, donc de la faire bien évaluer par un évaluateur d'entreprise Oui, peut-être. ça, c'est tu un sais. bon point. Tu sais, des fois, on parle de fiscaliste, justement, mais en même temps, j'ai pas l'expertise poussée en tant que fiscaliste d'un évaluateur d'entreprise. Oui. Fait que, tu sais, Puis il y en dans- existe, il y en Ben a, oui, là. Il y en ben a oui. des firmes spécialisés là-dedans. Il y a des firmes, puis dans la plupart des cabinets, généralement, ils n'ont OK. un. Mais tu sais, c'est sûr, peut-être pas un cabinet de 3 comptables. là, Non, mais c'est mais c'est ça, important. une cabinet d'une certaine envergure, généralement, ils ont quand même leur évaluateur d'entreprise ou peut-être même plusieurs. Donc, tu sais, oui, on est capable, en tant que fiscaliste, par expérience, de faire un très bon On a travail. une idée, mais quand on a une entreprise qui vaut quelques millions, l'évaluateur d'entreprise peut valoir la berne. Oui, parce que souvent, ce que je vois dans mes dossiers, c'est que souvent, mettons, le comptable ou le fiscaliste, tu ne devras pas trop se prononcer Ouais. parce que là, tu ne veux pas prendre autre responsabilité non plus. Il faut que les gens Ben, le c'est un comprennent. métier en soi, donc Puis, c'est tu ça. sais, dans mon cas où on avait une différence entre 70 puis 410, Ben oui, je veux aussi. dire,
on s'entend à prendre les services d'un évaluateur. Ça a drôlement valu la Ben oui, peine. Là. ben oui, exactement. C'est ça, c'est vraiment important. Les coûts sont toujours Oui. récompensés quand que... Puis, tu sais, on aurait pu aussi expliquer le roulement hein, quand on passe du travail autonome Oui. vers la Inc. Je pense que c'est important aussi que les gens ils savent là, qu'on a un roulement possible. Tu sais, souvent, il y en a qui me disent « Oui, mais ma Inc., elle ne va pas me payer 100 000 demain matin. » Non, il y a des mécanismes. Là, Exactement, de c'est roulement. ça. Dans le fond, c'est que souvent, tu sais, toute la valeur qu'on a accumulée, soit avec les équipements, on va les rouler, comme tu parles, dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment lors de la vente éventuelle de l'entreprise ou de l'équipement ou de l'actif, peu importe, dans l'entreprise, qu'on va avoir un impôt qui va subvenir. Mais du moment où on tombe travailleur autonome à incorporer, on roule les actifs, donc sans impact fiscal immédiat. Fait que la Inc. ne débourse pas. Exactement. Puis moi, vu que j'ai transféré ou les bénéfices sont transférés, ils n'encaissent pas tout de suite. Exact. Ils vont encaisser éventuellement. Bien, souvent, c'est par billet payé. Exactement. Justement, bon, on va faire un roulement, exemple, d'un actif qu'on envoie dans notre entreprise qui a une valeur de 200 000. Bien, c'est sûr que l'entreprise va avoir un billet à payer, évidemment, éventuellement. Fait que, mais c'est ça, ce ne sera pas un impact immédiat. C'est ça. Mais souvent, des fois, je vois des gens qui me disent « ben oui, je me suis incorporée, puis ça fait déjà 2 ans que je roule. » Puis là, je leur pose la question « OK, mais t'as réglé comment ton transfert de ton travail autonome à ta Inc. » Ben, je sais pas de quoi tu parles. Oh. là, tu dis, oh, on a manqué une étape. Fait que c'est important que les gens ils sachent qu'il faut vraiment le faire étape par étape, là, le transfert de ta compagnie au niveau des chiffres et du légal parce qu'il y a un impact au niveau de Bien, la c'est sûr qu'on va se le dire, tu sais, entre toi et moi, on le sait, tu sais, les entrepreneurs, c'est pas leur dada, tout ce qui est finance, état financier, fin d'année, tout ça. Bien, la même chose quand tu es travailleur autonome, que tu tombes incorporé, tu t'en remets à ton comptable qui, possiblement, le travail de faire le roulement le fait, mais tu ne l'as pas expliqué. Peut-être, effectivement. Ou de poser les questions. Il y a ça aussi, des fois, que les gens font comme, ben là, mon comptable m'a incorporé. Ça s'arrête là. Mais c'est là aussi qu'on vient, je pense que nous, dans chacune de nos business, on est beaucoup en coaching avec les entrepreneurs pour leur faire comprendre la mécanique derrière tout ça, puis d'être capable de prendre des meilleures décisions éclairées. C'est un peu ça aussi notre... Surtout ceux qui font leur impôt eux-mêmes. Ben oui. Où là, on a passé à côté. Puis il manque des pépites, là. Exact. Hein? Des beaux outils quand même fiscaux, là, intéressants. Là, c'est ça, exactement. Quand même. Ah oui, fait que ça, je veux pas qu'on oublie aussi là, de le mentionner. Au niveau de la cohabitation entrepreneuriale, oui, on a parlé de partenariat, on est là-dedans, c'est l'épisode d'aujourd'hui, là, mais la cohabitation entrepreneuriale, elle peut se faire de plusieurs façons. On l'a dit, ça peut être un lieu physique de cohabitation, parce que dans les choix de partenariat, ça peut être ça aussi. Là, on partage un lieu pour X raisons. Ça peut être aussi justement dans une entreprise, donc dans une forme juridique en tant que telle. Puis ça peut être aussi intangible. Oui, au niveau de l'expérience, la propriété intellectuelle qu'on apporte, effectivement. C'est ça. Il y a plusieurs façons de cohabiter dans l'entreprise puis de partager soit des dépenses communes, des choses comme ça. C'est sûr que l'entreprise incorporée, encore là, les dépenses vont rentrer, puis les revenus moins dépenses vont nous donner ce qui reste de profit. Puis bon, l'entreprise va s'imposer. On va sortir du salaire du dividende selon notre entente. Mais sauf que, tu sais, des fois, quand on peut parler aussi de cohabitation aussi au niveau soit de la société en nom collectif, justement, ou même de travailleurs autonomes et collaborateurs. Oui. Donc, tu sais, ça, c'est important. Tu sais, en tant que travailleur autonome, ça se pourrait que tu ailles à faire, tu sais, je prends moi comme fiscaliste qui va avoir des collaborations au niveau du financement hypothécaire, au niveau, bon, ben tu sais, ça se pourrait qu'on partage peut-être un lieu commun pour se rassembler, pour rencontrer les clients, ça se pourrait. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un peu ça aussi d'écrire, de mettre sur table, je pense que tu t'en allais vers là aussi, de documenter ces partages-là de dépenses qu'on a à faire avec des personnes qui seraient externes de l'entreprise incorporée qui gère elle-même ses dépenses. Oui, exactement. Puis, tu sais, des fois, même quand on parle de lieu, tu sais, moi, je l'ai vu aussi, là, des entreprises qui ne peuvent pas acheter seul un lieu physique, mais qui vont l'acheter à deux. Bien, il y a là aussi des conventions qui sont importantes de faire. Donc, des conventions d'indivision vraiment sur l'immeuble enregistré pour protéger justement les apports. Puis au niveau de l'achat immobilier, fait qu'il y a vraiment des contrats à faire. Là, fait il y a tout, là, les partenariats externes, internes avec nos employés. Quand c'est des gros investissements importants, ça aussi, c'est important de les faire. Là. Surtout si on parlait aussi d'apporter peut-être le côté intangible, donc un développement d'un projet, tout ce qui est évidemment recherche et tout. Oui. Bien évidemment, de tout documenter. Puis on parlait
je crois que c'est dans l'appel, l'épisode de l'appel, mais on parlait aussi que ça se peut, tu sais, quelqu'un qui apporte vraiment son expertise dans l'entreprise, mais comme tu dis, d'avoir des Oui. contrats pour dire, bien, est-ce qu'il a le droit de repartir avec ce qu'il a Oui. développé ou ça appartient à l'entreprise? Tu sais, ça aussi, le côté intangible est très important. Puis malheureusement, on le voit souvent que l'entreprise, ça va vite, hein? L'entrepreneur a plusieurs chapeaux. Tu sais, à un moment donné, tout va vite, de tout documenter, ça peut devenir lourd pour l'entrepreneur. Mais c'est de se faire bien accompagner pour être sûr que tu as quelqu'un au niveau comme toi, tu sais, Élisabeth, au niveau légal, qui dit, ben gars, je vais te faire des contrats, moi, pour ça, je trouve ça important. Tu sais, de se faire accompagner parce qu'il faut documenter ce qui est apporté à l'entreprise. Moi, je l'ai vu beaucoup dans le développement de produits. Oui. Tu sais, des fois, il y a deux entrepreneurs qui sont comme... ils se complémentent bien, ils développent un produit ensemble. Puis là, des fois, je leur demande, OK, mais est-ce que finalement, l'autre a le droit de se revirer de bord puis de dire, parfait, je vais le faire avec un autre, parce qu'on l'a développé ensemble. Fait que c'est important de penser à ça aussi, là. Ben oui, les protections. Oui. Fait que tu sais, c'est vraiment au-delà d'un bail commercial ou d'un contrat ensemble, il y a vraiment justement le partage là, du savoir-faire, du développement, qui repart avec quoi. Il faut prévoir la séparation. Partenariat, je pense que c'est ça. On prévoit le pourquoi on se met en partenariat, puis on prévoit le comment qu'on va repartir chacun. Effectivement. Oui, puis il faut le prévoir un peu comme quand on se marie puis qu'on fait un contrat de mariage, bien, on prévoit s'il y a séparation, comment qu'on va repartir, puis c'est important, même si aujourd'hui, ça va bien. Oui. Effectivement, donc c'est une phase obligée qui n'est pas nécessairement toujours le fun, parce que des fois, justement, ça peut être perçu que, ah ben, tu sais, il manque de confiance, il veut l'écrire, pourquoi qu'il... Oui, bien oui, on s'entend depuis tout le temps. Pourquoi que là, on le mettrait, ça sonne bizarre. Non. C'est parce qu'on veut que ça dure longtemps. Exactement. Exact. Faire valoir le point de chacun, effectivement, aussi. Tellement. Écoute, on a des erreurs fréquentes qu'on a vues aussi. Effectivement, qu'on va nommer ici pour, justement, ne pas, que ça ne soit pas répété, peut-être de se référer après ça à tout ce qu'on a dit. Oui, parce qu'on a dit beaucoup de choses, je pense, aujourd'hui. Là, on pourrait prendre tout ça et refaire plein d'autres épisodes, mais on va se rappeler les erreurs aussi à ne pas faire, ou en tout cas, du moins à éviter, là. Oui. Donc, ne pas évaluer la valeur réelle de son entreprise avant d'accueillir un partenaire. Écoute, ça l'a dit, hein? Ça peut être très coûteux si on le fait pas. Puis, tu sais, des fois, c'est ça, de l'évaluer par nous-mêmes, évidemment, on n'est pas... On est-tu le meilleur juge de en tant que ce qu'on psychanalyste, voit? je disais tantôt que je n'étais peut-être pas la personne idéale à côté de l'évaluateur d'entreprise. Fait que l'entrepreneur qui veut évaluer lui-même son entreprise, c'est peut-être pas... non, c'est ça. C'est peut-être pas... Puis aussi, il y a tout le côté sentiment humain, émotionnel que je veux dire. C'est notre bébé, on est tellement impliqués là-dedans. Fait que l'évaluation n'est pas la même, Parce qu'à l'inverse, on aurait pu penser que ça vaut énormément, puis qu'au final, si tu pars, parce que tu es la tête d'affiche, ça vaut plus rien. Effectivement. Il y a ça aussi. Ou encore, ben, tu sais, on prend exemple une business de construction. Tu sais, demain matin, quelqu'un veut se partir à son compte, il n'achètera pas d'entreprise de construction, il va se partir à son compte. Oui. Fait qu'il y a ça aussi, mais toi, tu as mis du temps dans ta business de construction, tu as une clientèle, tu as peut-être des contracteurs qui te donnent du travail tout le temps, tu trouves que ça vaut son pesant d'or, mais à côté, la personne va dire, ben non, moi, je vais me partir, puis si toi, t'arrêtes de toute façon, les contrats vont venir éventuellement. Fait que la nature aussi, c'est ça, de l'entreprise est quand même fait la différence. Offrir du contenu sans définir les droits d'utilisation? Oui. Moi, ça m'est déjà arrivé d'offrir du contenu, puis j'ai jamais pensé dans toute ma bonté d'offrir mon 1 heure que ça serait revendu. C'est quand je me suis rendu compte de ça, c'était revendu à l'unité, mon 1 heure, dans un programme. Là, je me suis dit, wow, attends une minute, là, moi, je n'avais pas cautionné pour ça. En plus, que le contenu, c'est juridique, fiscal, souvent, il faut le mettre à jour. On ne peut pas laisser rouler longtemps comme ça, on le met à jour. Mais là, je ne m'attendais pas à ça. Fait que dans notre grande bonté, des fois, comme entrepreneur, il faut faire attention, justement, c'est ça, offrir du contenu sans définir les droits de réutilisation. Il faut le faire. Il faut l'établir avant. Totalement. On avait aussi oublié d'écrire les conditions de sortie. On l'a dit, c'est tellement important. Oui. Hein? De prévoir d'avance, on le dit quand même de long en large. Confondre bienveillance avec absence de limite. Oh, que ça, c'est un point, là, highlighté. Oui, c'est ça. Entrepreneur, souvent, c'est dur de mettre ses limites. Oui. Puis effectivement, bienveillance. Je pense qu'un entrepreneur qui veut être prospère, justement, puis qui veut passer peut-être du travail autonome au Inc., puis même des fois dans des structures encore plus complexes, quand on parle, on rajoute des fiducies familiales, bon, tu sais, des gestions, exactement. Et tout, Quand on veut se rendre là, puis c'est correct de vouloir se rendre là aussi comme entrepreneur, de dire, hey, moi, là, j'ai un objectif de ça, bien, il faut quand même savoir mettre ses limites. Ben oui. Avec tous les paliers de partenariat qu'on a. Autant nos employés à l'interne, nos attentes envers eux,
que nos fournisseurs, que nos partenaires, se respecter. Je pense que c'est vraiment... Oui. Oublier ça, là, c'est une erreur fréquente, mais... Puis ça, tu sais, malheureusement, je pense qu'on l'apprend au fur et à mesure qu'on développe l'entreprise, de mettre ses limites, parce qu'on atteint souvent, malheureusement, des certains niveaux qu'à un moment donné, c'est là qu'on se dit, OK, ça peut plus être accepté. Mais si on revient un peu à dire, faire notre brainstorm sur papier de qu'est-ce que nos valeurs, de qu'est-ce qu'on veut pas, bien, les limites, justement, vont être plus respectées, je pense, au fur et à mesure qu'on développe l'entreprise puis qu'on grandit dedans, que si on attend d'atteindre toujours cette limite-là qui nous amène à prendre des décisions qui n'auraient peut-être pas été prises aussi. Il ne faut pas attendre d'exploser. Exact. Exact. Hein? C'est ça, vraiment, là. Fait qu'on repart avec... Hein, tout le monde, on réécoute pas en accéléré, là, en normal, là, parce que moi, souvent, j'écoute dans l'accéléré, mais là, il faut vraiment prendre le temps. Fait que, tu sais, on dit le partenariat, c'est pas une fusion, c'est une alliance. Oui. Hein, parce que fusion, là, c'est comme si on vient imbriquer l'un dans l'autre. Non, c'est une alliance, un partenariat. Il faut vraiment penser à ça. Une relation d'affaires saine, c'est où ce que chacun se sent libre, écouté, compris, respecté. Je pense que c'est aussi... Exact. Hein, c'est très vraiment... important. Oui. Puis, ben, comme que tu nous disais juste au début, on finit avec ça, mais le nous, justement, ça a sa certaine puissance de le nommer que c'est on fait un tout ensemble. Comme tu dis, une alliance qui n'est pas imbriquée, mais quand même qu'on fait un tout puis qu'on avance ensemble dans la même direction. Ouais. Donc, le nous est très important à considérer de quand on commence à s'en aller vers le nous, de plus penser à son je, en respectant ses limites, mais de ne pas penser juste à son je, évidemment. Oui, de faire une co-création de Effectivement. Partenariat. Écoute, on aurait tellement pu en parler longtemps de ce partenariat-là. Prochaine fois qu'on se jase, on se jase de... On se jasait d'abandon. Oui. Hein? Ça va être je pense, un épisode qui va aller toucher beaucoup de gens parce qu'évidemment, on peut arriver à plusieurs étapes de notre vie où qu'on doit abandonner notre projet de plusieurs façons possibles ou pour plusieurs raisons possibles. Donc, c'est vraiment là qu'on va aller discuter ensemble de demander assistance, en fait, puis de comment qu'on abandonne notre projet la tête haute. Oui. Donc, ça va être dans le prochain épisode. Merci beaucoup hâte de nous avoir écoutés. Je pense que ça va être très intéressant. Hein? Oui. Donc, à bientôt. On se retrouve bientôt. Vous avez aimé le contenu, vous connaissez un entrepreneur qui en aurait peut-être besoin aussi de l'écouter, allez partager, faites j'aime, puis abonnez-vous balado. Il faut commencer. Mon oncle Gérard, il sait tout sur tout. Il l'a vu sur Facebook, ben oui, c'est sûr, à vous. Ma voisine m'a dit, pas besoin de papier. Résultat, 3 procès, puis plus de café. Oh, 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 lâche dans tes recherches douteuses. Et je pense que, puis tes idées fumeuses. Pour tes sous tes contrats, puis éviter le drame. Écoute Joanie, écoute Elisabeth. Dans leur programme. Dans leur programme. Dans leur programme. Dans leur programme. Puis y a Danny qui connaît un petit truc pour sauver des taxes, mais ça finit au fisc. Puis ma tante Claudette, reine des formulaires. T'as oublié la moitié, ça te met dans le trouble, mon frère. Oh, 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 laisse faire les conseils du trottoir. Puis les tutos bizarres que t'as vu tard le soir. Pour tes sous, tes contrats, puis les vraies affaires. Viens écouter nos 2 experts, c'est clair. Dans leur programme. Dans leur programme. Dans leur programme. Ton oncle Gérard est ben fin, mais il a pas de balado.